Chers amis de la librairie Rengardt, bonjour et bienvenue à ce nouveau rendez-vous du lundi. Alors aujourd'hui, nous accueillons un auteur, mais ce n'est pas un romancier, ce n'est pas un essayiste. Non. Qui êtes-vous, Michel Schmitt? Je- Musicologue, musicien, prof de musique, Ah, né à Strasbourg il y a quelques années, des études à Paris et à l'étranger. oui. Qui êtes-vous? Je suis historien de la musique. J'ai fait des études d'histoire de la musique à la Schola Cantorum de Paris, entre autres. Et j'ai enseigné la musique, bien entendu, puisque en tant qu'instrumentiste, je suis batteur. Et donc j'ai joué dans différentes formations musicales, strasbourgeoises, mais aussi dans les Vosges. Et j'ai, durant une quinzaine, vingtaine d'années, été musicien professionnel d'orchestre. En parallèle, je renseignais également la musique dans les écoles de musique de Strasbourg. Et puis en 1973, j'ai été nommé directeur de l'école de musique de Haute-Pierre, qui est une école de musique de quartier, comme Strasbourg en a une quinzaine à peu près. Et puis en 1982, j'ai été nommé directeur de l'école de musique municipale d'Oswald. Voilà. Et donc je me suis toujours intéressé évidemment à l'histoire de la musique, puisque c'est quand même ma matière première. Et j'ai mon tout premier ouvrage que j'ai... On va l'évoquer. Voilà, on va y arriver. Là. Voilà. Vous êtes aussi engagé, vous avez été élu Oui, tout à fait. local. Oui, j'ai toujours été engagé politiquement, ça vient un peu de ma famille, à vrai dire. D'abord dans le milieu associatif, dans le quartier de la Cruteno, avec le Saint-Joseph. C'est par d'ailleurs ce biais-là que je suis arrivé à la musique, par l'intermédiaire d'un groupe de copains. Et j'ai été effectivement adjoint au maire de la ville de Strasbourg et vice-président de la communauté urbaine durant 12 ans. Très bien. Donc aujourd'hui, c'est vraiment l'historien de la musique locale, je dirais, Ouais. qui nous présente un troisième livre dans cette production. Donc on avait en 2015, on avait l'Alsace et ses compositeurs, de la Renaissance à aujourd'hui, Ouais. aux éditions de Latour, une édition spécialisée d'ailleurs dans la musique, etc. On a eu en 2019 les 120 ans de l'orchestre symphonique de la Philharmonie de Strasbourg. Donc je montre aux éditions Bastien. Et aujourd'hui, on a les 140 ans de l'orchestre d'harmonie Cecilia. Je remonte à la caméra. Qui paraît pour cette fin d'année. Tout à fait. Donc, mais en fait, il s'agit de la constitution d'une collection. À vrai dire, oui. C'est un peu l'objet, puisque dans le premier tome de cette collection, j'ai fait part du fait que je voudrais être en mesure de rédiger des ouvrages qui portent sur les 5 sociétés les plus anciennes de Strasbourg et qui sont toujours actives aujourd'hui. Donc, ils sont lesquels? Alors, les deux en question, Oui. c'est-à-dire Donc, la l'orchestre symphonique de la Philharmonie. Philharmonie, l'harmonie de la Cecilia, la chorale strasbourgeoise, Oui, le chœur de Saint-Guillaume, oui. et l'orchestre d'harmonie de l'électricité de Strasbourg. En sachant que ce dernier orchestre est le plus jeune de l'ensemble des 5 sociétés. Et en fait, on a ici affaire à des formations d'amateurs ou de professionnels? Alors, ce sont des sociétés non professionnelles dans le sens où les musiciens qui jouent dans ces ensembles ne vivent pas, à part quelques-uns, de la musique. Mais il y a parmi eux quelques musiciens qui sont effectivement soit des instrumentistes dans les orchestres professionnels, soit des professeurs. Mais ce qui est très important de dire, c'est que ce sont des musiciens qui ont tous une formation très importante. Oui, on va y revenir. Mais en reprenant celui-là, les 120 ans de je suis tombé sur une phrase que je ne peux pas ne pas lire. Et c'est dans la préface. Elle n'est pas de vous, la préface. Mais quand même, donc je lis. S'il est un domaine qui n'a presque jamais trouvé grâce auprès des politiques nationales menées en France, c'est certainement celui de l'associatif. Plus encore quand l'objet est culturel et a fortiori pour le milieu amateur. Est-ce parce que dans un État jacobin, le foisonnement des interlocuteurs et la diversité des projets sont suspects? Est-ce la crainte d'investir à fond, perdu dans un nombre d'acteurs trop large, etc. C'est extraordinaire de lire ça. Oui, Mais c'est une vraie belle prise de position. oui, tout à fait. Alors, Elle n'est pas signée Michel Schmitt, mais je pense que vous la partagez entièrement. oui, 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 oui.
Non, mais alors, c'est le propos du président de la Philharmonie de l'époque. Mais non seulement je partage ce propos, mais il m'est arrivé dans certains ouvrages ou dans certains éditos d'évoquer ces choses-là de la même façon. Parce que, alors, si vous voulez, ce point de vue est encore plus sensible dans notre région, en Alsace. Parce que autant on a beaucoup parlé, et on parle encore de la langue, on parle des artistes plasticiens, un peu des poètes, c'est vrai, mais tout ce qui concerne la musique, les compositeurs par exemple, on n'en parle pas de la même façon. Alors qu'on a dans notre région des compositeurs qui ont fait une carrière internationale pour certains d'entre eux, d'autres qui ont fait une carrière nationale à Paris en étant soit organiste d'une grande paroisse parisienne, soit professeur au Conservatoire de Paris ou dans une des écoles importantes de France, voire à l'étranger, à Genève, etc. Et nos élus locaux, et je bats la coulpe un peu parce qu'à l'époque, bon, c'était pas mon domaine direct, mais c'est vrai que je n'ai pas pu, comment dire, On n'en convaincre. fait pas assez la promotion Voilà. de ces gens-là. Voilà. Pourtant, il y a quelques figures, je sais pas, je citerai Waldteufel par exemple, Oui, bien sûr. qui est incontournable Oui, quand même. oui. Mais je vais prendre 2 ou 3 compositeurs contemporains d'aujourd'hui. Par exemple, Rémi Abraham, qui est corniste à l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg, est un compositeur d'une grande qualité, un orchestrateur comme on en trouve rarement. Sylvain Marchal, qui était très longtemps permanent de la Fédération des sociétés de musique d'Alsace, ou je peux reciter quelqu'un qui a été un ami et qui est décédé maintenant il y a quelques années, qui est Charles Beck. Ah oui. Alors Charles Beck, on en a un peu parlé dans le milieu associatif d'une certaine façon, mais on ne lui a jamais, en dehors du domaine Bretzel d'or, on ne l'a jamais reconnu à sa juste valeur. Nationalement, certainement. Ah oui. Alors donc, on a ce débat amateur, professionnel, mais qui pour vous n'a pas lieu d'être. Non, pas du tout. Non, pas du tout, parce que pour moi, le terme amateur, je n'aime pas le terme musique d'amateur, parce que ça ne veut rien dire, sauf si on part du principe que ce sont des gens qui ne vivent pas de la musique. Bon, moi je préfère dire musicien non professionnel, voilà. Non, d'autant plus que, si vous voulez, depuis les 30, 40 dernières années, tous les musiciens qui jouent dans ces sociétés sont des musiciens qui ont appris leur instrument soit au conservatoire, soit dans des écoles de musique avec des professeurs de grande qualité. Donc ils peuvent s'aligner avec des professionnels. Ils ont la technique, mais ils ont aussi le talent. Voilà. Ils ne sont simplement pas professionnels, ils ne vivent pas de ce. Et j'oserais cet même art. dire, sans vouloir provoquer qui que ce soit, que des fois ils ont un enthousiasme qui est beaucoup plus important que celui des musiciens professionnels qui sont un peu dans une routine. Certes. Donc, on a vu la philharmonique, et aujourd'hui, on va découvrir la Roberto, 140 ans de l'orchestre d'harmonie Cecilia. Mais je dirais ce livre, il se décompose en 2 parties. Hein. Ouais, exact. Une partie histoire de la musique à la Roberto, Ouais. aussi à l'Orangerie et à la Vanzono, qui font un petit peu satellite de la Roberto, et ensuite l'histoire propre de la Cecilia, qui elle-même est issue de la fusion de 2 entités. Tout à fait. On va y revenir. Alors la Roberto. Pourquoi la Roberto est-elle ce quartier qui est tellement riche en associations, en musiciens? C'est extraordinaire. Ah, Moi, le Neudorfois, je suis un peu jaloux. Je dis, qu'est-ce qui se passe Je là-bas? comprends. Ceci dit, vous avez un quartier où il y avait pas mal de sociétés. Mais c'est vrai que là, on est dans une spécificité dont j'ignorais en grande partie les choses aussi, avant de faire des recherches. Je connaissais la vie musicale de la Roberto des 50 dernières années, des 60 dernières années, mais je connaissais beaucoup moins bien toute cette activité aux alentours de la Belle Époque. Alors, pourquoi ? Moi, j'oserais dire, parce que quand on regarde de près, on voit bien que les 10 premières sociétés, entre 1850 et 1900 à peu près, sont toutes des sociétés qui étaient constituées de personnes, au sens large du terme, de travailleurs. Soit des maraîchers, soit des tisserands, soit quelques artisans, et c'était tous des gens qui avaient un métier manuel d'une certaine façon. Et je pense qu'il y a quand même un lien entre la pratique d'un instrument et un métier manuel. Ensuite, c'était d'une certaine façon, à l'époque, la Roberto était un petit peu... c'était le faubourg. Hein. C'est encore le village, quoi. C'était le village. Dans chaque village en Alsace, il y a une fanfare, il y a une harmonie, Ouais, il y a quelque chose. Voilà. Donc il y a ça. Je dirais même dans chaque paroisse, presque. Exact. Parce que le lien est fort. Oui, bien sûr.
Donc il y a ça, ils étaient un peu loin du centre-ville, d'autant plus que, bon, même si le tram à partir des années 1880 fonctionne, mais enfin bon. Bah, c'est Voilà. quand même le potager de la ville de Strasbourg. Exact. Alors, il y a quand même quelque chose qui apparaît et qui est écrit noir sur blanc ici, c'est cette existence au sein de la société, du village. Et là, je lis le titre d'un chapitre. La musique vectrice de liens sociaux. La musique qui touche émotionnellement les individus, qui agit parfois irrationnellement sur les peuples, qui rassemble au-delà des idées et des opinions, devient aussi à certains moments historiques un paramètre de l'identité nationale, etc. etc. Ouais. Mais C'est extraordinaire. oui, mais je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles l'activité musicale ou la pratique de l'activité musicale a tenu aussi longtemps. Parce que non seulement il y avait beaucoup d'associations musicales et sportives d'ailleurs, hein, Oui. dans le cas, mais toutes ces associations organisaient des fêtes. Et donc chaque société venait en ami pour la société qui organisait une fête. Ensuite, il y avait le Mesti, à partir des années 50, il y avait le Mesti qui était un grand rassemblement de l'ensemble des sociétés, avec cortège dans l'ensemble du Faubourg La Roberto. Il y avait la fête de la Saint-Fiacre. Oui, forcément. Voilà. Mais il y en a d'autres, hein, j'ai relevé. Donc effectivement, il y a ce phénomène d'assemblage de gens qui viennent de différents horizons. Ouais. Mais il y a aussi le phénomène de fêtes officielles, Ouais. auxquelles toutes ces Ouais. formations de la Roberto sont conviées. Donc il y avait toutes les fêtes de la liberté, de la révolution, Tout à fait. et ensuite la fête de Napoléon. Oui, oui, oui. Alors là, j'ai vu tout Oui, un oui, chapitre, oui, mais oui, qu'on ne connaît pas, qui est assez oui, étonnant. oui, oui. La Saint-Napoléon, quoi, le 15 août. Ah, oui, 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 tout à fait. Mais ça, alors, si vous voulez, comme l'orangerie et la Roberceau sont côte à Ça côte, touche. il y a beaucoup de fêtes patriotiques qui, effectivement, au XIXe siècle, fêtes patriotiques organisées par la ville de Strasbourg, qui ont lieu en partie à l'orangerie. Et donc sur toute l'allée de ce qu'on appelle aujourd'hui l'allée de la Roberceau. Et donc il y a effectivement un apport pour la Roberceau qui est d'une certaine façon considéré à l'époque un peu de l'extérieur, puisque la ville de Strasbourg en tant que telle, c'était pas la Roberceau, quoi. Oui, il y avait une coupure Il y avait un peu une coupure. urbanistique. Voilà. Mais à ces fêtes patriotiques, les habitants de la Roberceau étaient invités et venaient. Et de la même façon, les associations de la Roberceau ont ensuite gardé un peu cette habitude, puisque elles aussi ont organisé des fêtes qui sont en lien avec la République, etc. Oui, ça c'est assez étonnant. Alors, au milieu de cet ensemble de la Roberto, de l'orangerie, on a quand même des endroits qui sortent un peu Ouais. du truc. Et évidemment, pour Thalès, incontournable. Donc là, on est fin du 19e siècle, enfin, Ouais. Second Empire. Tout à fait. Alors le château Bourtalais, c'est un lieu culturel de premier ordre à cette Oui, époque-là, avec puisqu'il y a énormément d'artistes. Mélanie de Bourtalès, je pense. Voilà, énormément d'artistes, domaines artistiques confondus, hein, qui sont présents. Les propriétaires du château, M. Busière et son épouse, et ensuite sa fille, investissent énormément dans la vie culturelle et dans la vie littéraire en général. Littéraire, musique, mais aussi économique. Enfin, Oui, 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 tout à c'est fait. foisonnant. Oui, 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 oui. Enfin, le Pourtalès, Ouais, ouais. incontournable. L'orangerie, Oui, alors, c'est l'un des points centraux pour l'harmonie de la Roberceau, parce que jusqu'en début des années 2000, hein, ils ont régulièrement fait 2 concerts d'été à l'Orangerie. mais dans le passé déjà. Alors, Et puis à alors partir de l'exposition 1947. universelle aussi. non Voilà. Alors, officiellement, si vous voulez, organisé par eux-mêmes à partir de 1947, mais au préalable, ils ont joué plus d'une fois à l'Orangerie. Mais oui. Et puis il y a tout ce côté populaire, puisqu'il y a ces fêtes-là, mais il y a dans tous les restaurants Ouais, des oui. balles, On n'imagine pas aujourd'hui. c'est- Et puis alors, bon, il y a beaucoup de restaurants qui ont disparu, mais quand même, c'est extraordinaire. Mais à l'époque, il ne faut pas oublier qu'il y avait une cinquantaine de sociétés sur Strasbourg. Ouais. Et ces sociétés organisaient leurs concerts, leurs fêtes annuelles. Et aussi longtemps que le Palais des Fêtes n'était pas construit, ceci Ah oui, se passait à l'Orangerie. Et puis Mais il n'y a pas que l'orangerie, quoi, il y a Non, tout ça. ouais, ouais. Et puis alors, quand on va un peu plus loin, il y a quoi? Il y a le Fuchs en boucle. Ouais, Alors là, on se rapproche ouais, des années qu'on connaît tous, enfin, ouais. qui n'a pas été au chalet, qui n'a Oui, pas bien été sûr, au bien brunch. Ouais. Et qu'est-ce qu'on y découvre? Au chalet, on y découvre des formations qui viennent jouer, Ouais. les Mikados, Ouais.
les Manhattans. Ouais. Et qu'est-ce qu'on lit? Dans les Manhattans, il y a Danny Baker, organiste-chanteur, George Diebold, chanteur-flûtiste, Huper Krinenberger, guitariste, et le batteur Michel Schmidt. Tout à fait. J'ai effectivement travaillé au Orange durant à peu près 18 mois. 4 fois par semaine. Et le chalet, alors. Ah oui, oui. Ah bon, alors, j'allais, moi j'ai découvert j'ai eu l'occasion, comme beaucoup de jeunes de ma génération, de découvrir et d'entendre pour la première fois des groupes de rock de l'époque, notamment Magma par exemple, avec Christophe Ander, qui pour moi était le batteur français, symbole de ce qui se faisait de mieux à l'époque, quoi. Et voilà, et donc le chalet a invité des groupes. Alors, on peut regretter un peu la disparition de cet endroit, parce que Oui, c'était un tout à endroit fait. fort. D'autant plus que je connais un peu l'histoire de la disparition. Ouais. Mais cette tradition, cette musique qui vient de la Robertso et tout ça, et qui vient sur Strasbourg, elle continue, puisque on découvre que l'ENA organise aussi des musiques à l'ENA avec les formations qui viennent de la Robertso. Ouais, ouais. Incroyable. Non, mais il y a beaucoup de choses qui se font dont la population strasbourgeoise n'est pas toujours informée d'ailleurs. Alors on va passer à la deuxième partie, parce que le temps défile. On va passer à la deuxième partie et on en arrive à la Cecilia. Donc la Cecilia, créée en 1880 à partir de la fusion de deux entités. Quelles sont ces entités? Alors, Et comment ça se passe? En 1880 est créée la Fanfare Harmonie et 8 ans après est créée la Cecilia. Et en 1894, ces deux sociétés qui avaient chacune une vingtaine, 25 musiciens à peu près, ont fusionné pour créer l'Harmonie Cecilia. Alors ils ont pris le mot harmonie de la première société qui s'appelle la Fanfare Harmonie et ils ont pris le mot Cecilia de la Cecilia qui est la société créée donc en 1888 et ça donne l'Harmonie Cecilia. Et en 1985, l'Harmonie Cecilia change de nom, si je puis dire, et devient l'Orchestre d'Harmonie Cecilia de la Robertso. C'est ça. Mais cette riche histoire, bon, j'invite nos amis à découvrir ça dans le livre. On a une riche histoire de ces deux entités, et puis ensuite de l'entité fusionnée, avec des illustrations, etc. Alors on évoquait aussi une Cecilia Neudorf, je ne sais pas m'empêcher d'aller la relever, hein, je l'ai lu. Qui était une société très active à l'époque. Voilà. Donc on va retrouver dans ce livre l'histoire de ces deux structures, les compositions aussi, ça c'est étonnant. Je ne sais pas comment vous avez fait pour retrouver chaque fois le nombre d'instruments à cordes, avant, tant et tant de cordes, tant et tant de trucs, année par année, mais c'est un travail de fourmi, enfin incroyable. Alors, ce que vous dites est d'autant plus vrai que la Cecilia n'avait plus d'archives de l'époque 1880 à 1930. Tout était brûlé. Donc tout ce que j'ai pu trouver pour cette époque, je l'ai retrouvé soit dans les documents musicaux, soit dans les journaux. J'ai effectivement fait des recherches dans des journaux durant des heures et des heures. Ah ben j'imagine, ouais. Alors on a ça, puis après on a tout un chapitre sur les portraits des dirigeants. Ouais. Là aussi, bon, on va peut-être pas en parler, on laissera les gens le découvrir, mais il y a une galerie de portraits extraordinaire, jusqu'à aujourd'hui évidemment. Ouais. Alors, ce qu'on ne perçoit que en lisant les portraits et les inflexions que les uns et les autres ont apportées, c'est peut-être un peu les différents répertoires. Oui, Peut-être en dire un mot? Oui, oui. Alors, comme toutes les harmonies du 19e siècle et de la première et du premier quart du siècle, hein, jusqu'en 1945 à peu près, les harmonies jouaient essentiellement un répertoire soit de marche militaire, soit un répertoire qui était des arrangements de musique qu'on dit classique. Des ouvertures d'opéra ou des ouvertures d'opéra ou des fois des parties un mouvement d'une symphonie arrangée pour orchestrement, puisqu'à cette époque-là l'orchestrement en tant que tel n'existait pas vraiment, on parlait de l'orchestre militaire. Et donc à partir des années 50, tout ceci a fortement évolué grâce à une influence notamment des pays du Benelux et des États-Unis, où il y a eu déjà les marching bands à l'époque, et qui se sont transformés ensuite en grandes sociétés d'orchestrement.
Et effectivement, avec la succession de différents chefs, les répertoires ont évolué. Alors, l'un de ceux qui a fait évoluer en premier ce répertoire un peu classique, entre guillemets, des harmonies, c'est Charles Chausser, qui lui était un très 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 bon clarinettiste, très très bon musicien, qui avait l'habitude d'interpréter lui-même de la musique symphonique, qui était aussi chef de chœur, puisqu'il a très longtemps dirigé la chorale Saint-Aubin et ensuite la chorale strasbourgeoise. Et quand il a pris la direction de la Céciliade en 1971, ou 60, oui, il a carrément fait évoluer le répertoire. Et c'est devenu. Et celui qui lui a succédé, c'est-à-dire Antonin Guerre, a lui ajouté un style tout à fait autre encore, notamment celui de beaucoup de compositions originales pour orchestre avant, c'est-à-dire où les compositeurs, dès le départ, écrivent, voilà, pour orchestre. On va s'arrêter là, Michel. Merci beaucoup. Je pense qu'on va inviter aussi les gens qui sont de l'autre côté de la caméra à venir vous retrouver en dédicace à la librairie vendredi de cette semaine, hein, Ouais. vendredi Ouais. en fin d'après-midi. Et aujourd'hui, on dit bon vent à la Cecilia et à tous ces orchestres, et bon vent à la collection Merci beaucoup. qui va encore s'agrandir. Merci Michel, C'est moi. et je dis à bientôt pour un prochain rendez-vous du lundi. Au revoir.